Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser, discuter et débattre des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler de Embrasse-moi, réalisé par Océane Rosemary et Cyprien Vial, donc ils sont deux, et incarné par Océane Rosemary et Alice Paul. Je suis Daniel Andreev et à mes côtés, j'ai Mago, Max Besnard. Coucou. J'ai un truc à vous annoncer. J'ai rencontré la femme de ma vie. Quand je pense à cette pauvre Fantine, et toi tu la remplaces en moins de 2 par un objet transitionnel. Ah non, c'est pas un objet transitionnel, c'est Cécile, ok? Elle s'appelle Cécile. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! C'est reparti pour un tour. C'est vraiment c'est où en fait? Ouais. Gladys, Magali, Samira, je sais toutes les noms, tu sais. Isole, Nadège, Nadège. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai aucune envie de recommencer une histoire. De toute façon, ça risque pas d'arriver, je déteste sortir. Ouais, moi pareil. J'adore rester chez moi, posé, tranquille. Alors, tu la baises? Cécile, Fantine, Cécile. Les ex, je ressors jamais avec elle. Hein. C'est-à-dire, t'as l'air d'en avoir tellement que ce serait compliqué de choisir. Nymphomane. Je n'y vois aucune provocation, ma chérie. Cette voix, tu la reconnais, c'est celle de Michel Larocque. Michel Larocque, tout son chemin à travers la comédie française, les comédies. Et c'est l'histoire de Océane Rosemary. Et Océane Rosemary est une femme qui déborde de vie. Elle a des potes, elle a beaucoup d'ex. Et elle vient de rencontrer une fille qui s'appelle Cécile, une très, très jolie. Et elle tombe tout de suite sous le charme. Et évidemment, elle vit l'amour comme si c'était le dernier jour, comme si il n'y avait pas de lendemain. Et elle sent que celle-là, cette fois, c'est la bonne. Sauf que elle lui a pas un peu, elle lui force un petit peu la main, si je puis dire. un petit peu. Et donc la question va se poser durant tout ce film, est-ce que Océane Rosemary, est-ce qu'elle va grandir un petit peu, est-ce qu'elle va grandir, est-ce qu'elle va s'accomplir littéralement, et est-ce qu'elle en est capable en fait? Oui. Et Max. Et alors, quelle belle introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut souligner un truc, c'est qu'elle porte le nom dans le film, le même nom qu'à la ville, enfin son pseudonyme de scène. Ouais, ça brouille complètement les pistes, clairement. Voilà, et c'est clairement quelque chose basé sur sa propre vie. C'est aussi pour ça qu'elle le co-réalise, et c'est pour ça qu'elle l'a écrit. Je sais pas si c'est basé sur sa personnalité à proprement parler. Donc ce côté très comment dire, rentre dedans. Oui, j'allais dire brutal, mais oui, mais rentre dedans, c'est la même chose. Des relations amoureuses, parce qu'elle est quand même assez, elle force beaucoup. On peut dire c'est une femme à femme. Je sais pas si l'expression existe en ce sens. Mais elle est, on peut le dire. Enfin, c'est comme ça qu'elle se présente dans le film. Et alors. C'est tout à son honneur. Il n'y a aucun phare. Vraiment, elle y va cash, brute de décoffrage et sans filtre, si j'ai pu dire. Elle est vraiment très très cash, quoi. Elle est. On peut peut-être. Je sais pas comment expliquer ça, mais elle est très prédatrice, quoi. C'est prédatrice, ouais, c'est le terme. On peut peut-être expliquer la rencontre entre Océane et. Vas-y, lance-toi. Et Cécile, donc Océane, qui enchaîne les relations amoureuses compliquées, des histoires sans lendemain, et puis un beau jour, elle tombe en faisant du jogging, je sais pas où, dans Paris. Elle tombe sur cette fameuse Cécile, qui est une jolie photographe, qui est aussi une sorte d'acrobate un peu, je sais pas, gymnaste peut-être plus qu'acrobate, qui est en train de faire des figures comme ça. Elle s'entraîne. Oui, elle s'entraîne, voilà. Elle s'entraîne. Et Océane donc est complètement sous le charme. Alors elle est cachée dans un buisson. Cécile finit par la voir. Elle prend peur. Elle tombe à la renverse. Océane sort de son buisson, lui saute dessus littéralement, la grippe, la tient par les poignets. Elle la plaque au sol en lui disant mais n'ayez pas peur. Alors que c'est plutôt un geste que on ferait pas si on veut pas effrayer quelqu'un. Moi ça m'a littéralement ça m'a choqué. En toute honnêteté, ça m'a choqué cette approche. Alors tu veux que je te dise, moi c'est pas tant que ça qui m'a choqué, parce que là il y a le moment. Oui. Tu vas parler du côté ostéopathe, je suis sûr. C'est-à-dire le moment où elle la raccompagne chez elle et elle lui tient la porte, mais elle lui tient genre je bloque la porte.
Effectivement. Et ça m'a fait un peu penser à Pepe Le Pew. Tu sais, tu m'as parlé de cette référence quand on est sorti de la séance. Et en même temps, tu veux que je te dise, c'est peut-être un truc qui est... D'abord, c'est un vieux cliché en fait du cinéma, disons la lesbienne offensive. Je veux dire, Gazon maudit, ça vient... Enfin, il y a vraiment beaucoup de clichés dans le cinoche là-dessus. Et je crois que c'est le parti pris d'Ozzy & Rosemary, c'est de y aller cash et de pas se soucier de ce qu'on attend en fait d'elle. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui enfin sans inverser les rôles, mais qui verraient un mec à la place et qui ferait oh là là, qu'est-ce que c'est que ce mec. Elle se pose pas les questions et c'est peut-être ça qui fonctionne au moins en tout cas dans son personnage. Son personnage, j'y crois à fond en fait. Bah oui, ça c'est une évidence. Après, effectivement, si on inversait les rôles et qu'on mettait un mec, alors le schéma classique hétérosexuel de base, avec un garçon qui tombe amoureux d'une fille, ça serait quelque chose d'assez, à mon avis, ça serait assez mal perçu, ça serait assez brutal. Dans ce contexte-là, je sais pas si c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est vraiment sa personnalité qu'elle a mis dans ce personnage? Est-ce que c'est une caricature qui est poussée justement pour dire bah écoutez, il n'y a pas de raison qu'on ait qu'un versant systématiquement hétérosexuel et très cliché des comédies romantiques. On peut avoir la version femme et c'est finalement exactement la même chose et du coup ça permet de voir au-delà de cette simple différence et de se dire bon bah c'est une histoire comme une autre finalement, c'est une personne comme une autre. Qui a ces techniques d'approche qui sont ce qu'elles sont, mais c'est des techniques d'approche finalement universelles et classiques. Et surtout acceptées par tout son entourage en fait. Oui, complètement. C'est la star avec sa cour autour. Et c'est vrai que ça, je m'attendais, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais à quelque chose de peut-être plus rigolo, plus léger. Parfois, c'est un petit peu, j'ai trouvé ça un petit peu brutal dans la façon d'aborder les choses. Mais là encore, ça aurait été n'importe quel couple, ça m'aurait choqué cette approche. Mais pour autant, c'est intéressant de... Alors, si tu me permets, Max, le paradoxe, c'est que des comédies comme ça, enfin, sur des mecs relous et... il y en a plein. Il y en a des paquets. Il y en a tellement. Et genre, mais on en a vu... Mais justement, c'est pour ça que... On en a vu tellement depuis le début de l'année. C'est pour ça que ça fait du bien de se dire, bah, on va au-delà des clichés habituels qu'on se tape depuis une éternité dans les comédies françaises. Là encore, le trip hétéro de base, j'étais ravi de voir que, bah, voilà, on peut avoir une vision... différente et qui fonctionne tout autant. On va s'écouter un petit extrait. On s'est un peu embrassé, mais ça compte pas. Hein. S'il n'y a pas pénétration, ça compte pas. Lâche-moi, j'ai rien fait, lâche-moi. Il y a 2 écoles quand même. T'inquiète pas, ça me regarde pas. De toute façon, je pars dans 3 mois, j'ai plein de trucs à faire. On l'avait jamais fait celle-là encore. Bah oui, bah là on te l'a fait, tu vois. Je fais des efforts, j'essaie de changer. Bien fait pour ma gueule, tiens. T'as juste été un peu maladroite. T'es juste resté toi-même en fait. C'est hyper beau ce que t'as fait pour elle. Il y a quelques mois, t'aurais été incapable de faire un truc pareil. Fais-toi confiance, ma chérie. En tout cas, moi, je te fais confiance. Retour Cécile dans 137 heures. C'est ça le paradoxe de cette rom-com, parce que c'est vraiment une rom-com. Il n'y a pas du tout de drame, il n'y a pas d'histoire de coming out. Ils ont vraiment complètement passé ce cap. Il n'y a pas de jugement de société. Absolument pas. Il y a des couples homo, et le seul jugement de société qu'ils pourraient avoir, c'est les 2 petits hétéros qui sont en couple alors qu'ils ont 17 ans et qui se promettent on va rester ensemble toute notre vie, alors que ça dure pas jusqu'à la fin du film. À part celui-là, il y en a pas vraiment. Ouais, c'est vrai. Et mais dans rom-com, il y a comédie, et alors c'est là où c'est un peu moins drôle. Clairement, c'est pas. J'étais réservé. J'ai pas eu beaucoup de rire franc, honnêtement. Voilà. Si on se base uniquement sur ce terme, bah oui, c'est pas une grande comédie. C'est bon. Et même en fait, c'est ça le problème, c'est que je l'ai déjà dit pour les fidèles, c'est que le principe d'une rom-com, étant un grand client de rom-com, le principe d'une rom-com, c'est qu'il faut qu'on tombe amoureux des 2 personnages. Ouais. Et je trouve que Alice Paul est vraiment tellement en retrait en fait. Elle est
on a l'impression qu'elle la repousse un peu tout le temps, et elle insiste, et en fait l'équilibre, il y a une bascule qui se fait à un moment du film, et en fait au bout d'un moment, Océane Rosemary, et je pense que c'est son intention, elle nous est complètement antipathique. Elle vampirise littéralement le personnage d'Alice Paul, à tel point où elle gâche un mariage parce qu'elle est triste, alors qu'elle a quand même été triste sans doute des milliards de fois. La scène est quand même assez drôle, cela dit. Oui, mais elle fait le discours le plus plombant du cosmos, et puis quand il voit sa copine au loin, tout d'un coup c'est smiley souriant. C'est difficile de la trouver sympathique, j'avoue. C'est joué sans nuance, j'ai envie de dire. Et du coup, tout autour, comme dans toutes les bonnes rom-com, il faut des petits personnages. Et alors là vient le personnage. Je sais que tu souris parce que tu l'aimes. C'est le personnage de la maman. Mm-hmm. Et Michel Larocque. Donc. Michel Larocque. Babouchka, qui est vraiment par contre, entrisme permanent. C'est-à-dire, elle donne des avis elle donne son avis surtout sur les avis. Elle est clairement, enfin, tu sens qu'elle a une prise sur sa fille et que sa fille veut s'en débarrasser. Enfin, il y a tout un sous-texte assez intéressant. Et alors, paradoxalement, pendant la promo du film, Océane Rosemary expliquait qu'elle avait tenu à ce qu'il y ait un couple mixte, par exemple, celui de Michel Larocque, avec Isaac de Montcollet. Qui est toujours magnifique. Qui est toujours très très bien d'ailleurs. Et en disant, voilà, je voulais briser les barrières, et je voulais pas que le film représente seulement une partie de la population. Elle voulait pas faire un film avec que des filles, elle voulait pas faire un film avec que des blancs, elle voulait pas faire. Et ça c'est super louable. C'est un film qui a des idées, hein, qui veut te les montrer, mais essayer de plus en parler, c'est-à-dire ok, c'est acté, on est à Paris, on est dans une société multiculturelle. On se pose pas la question. Voilà. Et pour ça, moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose. Je trouve que le film a cette immense qualité, justement, de voir au-delà. Pour autant, le couple de Michel Larocque et Isaac de Montcollet est un petit peu bizarre, je trouve, mais dans la mesure où elle est très donneuse de leçons, très moralisatrice. Elle est tout le temps en train de juger les petites amies. Tu sais, c'est une rom-com, il y a des détails sur lesquels il ne faut pas s'arrêter. Par exemple, les parents, et aussi l'argent, puisqu'ils n'ont jamais de problème de sous. Ouais. Elle est ostéo, il faut le dire. Et d'ailleurs, c'est assez particulier d'avoir choisi comme métier ostéo, qui est un métier où elle est en contact permanent avec les gens. Donc, on sent qu'elle est elle est prédatrice, on l'a dit. Ouais. Mais en même temps, elle a un contact avec les gens. Il y a ça joue sur énormément de paradoxes dans son personnage. Et tu sens que non seulement c'est basé sur sa personnalité, mais c'est aussi basé sur puisqu'elle fait alors moi je suis pas du tout calé en stand-up, mais elle a basé sur son propre spectacle, et tu sens que c'est une transfiguration de son spectacle. La lesbienne invisible. Ouais. Et c'est plutôt du bon taf, parce qu'on le sent pas quand on voit le film, alors qu'en général les films, les sketchs ou les spectacles changés en film, ça devient très vite du Guillaume Gallienne. Et moi j'aime bien. Je suis client. Écoute, tu ne finiras pas la saison. Donc on aime plutôt, en fait. Faut pas s'attendre à de la grosse rigolade. Non. Moi j'ai rigolé une scène. Faut pas s'attendre à adorer cette meuf, parce que je pense qu'elle a rien fait pour, en fait. Mais il y a quand même une espèce de petite étincelle, et surtout les rom-coms qui t'agacent pas, qui te donnent pas envie de trucider tes personnages aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare, ou simplement les rom-coms qu'on oublie aussitôt, en fait. Et celle-là, elle est suffisamment mémorable, les personnages sont suffisamment écrits pour que ils soient mémorables, et pour que il y ait une vraie proposition, quoi. Oui, je t'avoue que quand je suis sorti de la séance, j'étais très très moyennement convaincu, parce que là encore je m'attendais, connaissant la carrière de stand-upeuse d'Océane Rosemary, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus drôle, en fait. Après, le rire est pas universel, hein. C'est pas parce que moi j'ai pas trouvé ça hilarant que quelqu'un d'autre va pas apprécier. D'ailleurs, il y avait pas mal de rire dans la salle, mine de rien. Mais après coup, je me dis, ça fait du bien de voir, d'avoir vu une comédie finalement aussi fraîche, et qui essaye de se jouer, j'allais dire, des clichés habituels du genre, et de proposer autre chose. Alors c'est
c'est autre chose. Ça pourrait aller encore plus loin, mais je trouve que la démarche est quand même vraiment courageuse. Et ça a l'air d'être un personnage assez complexe quand même. Exactement. Genre, je l'ai découvert sur YouTube et c'était par les tribunes sur Arrêt sur Image et j'ai l'impression qu'elle a 10 milliards de combats et j'ai envie de lui dire choisis-en un. Choisis-en un, t'as l'air d'en avoir beaucoup. Tu vas t'épuiser à la tâche. Non, mais je suis ravi. En tout cas, je suis ravi qu'elle soit allée au bout de ce projet. Vraiment. Ouais, c'est clair. C'est intéressant. Alors du coup, puisque nous sommes tous les deux autour de cette table, sous l'égide de Jules, la technique, combien tu mets à cette comédie? Combien tu donnes de sous? Tu sais, c'est une question. Là encore, c'est une question compliquée parce qu'en tant que comédie pure, moi, j'ai pas été très très touché, mais en tant que œuvre cinématographique, on va dire, et effort, je trouve ça très intéressant. Donc, allez, un billet de 5 €, comme ça fait un chiffre rond. Bah, c'est exactement ce que j'allais donner, mais en plus, je peux me permettre d'envisager d'inviter quelqu'un, tu vois. D'accord. Donc, ça peut être 2 x 5. Ça peut être 10 €. Ça peut être 2 x 5, mais si je peux avoir une réduc, je prendrai à 2 x 4, je veux bien. Ouais, c'est vraiment ça que je retiens, c'est que c'est quelque chose qui ne m'a pas donné ce que je voulais avoir. Et c'est peut-être ça son mérite, c'est-à-dire ça m'a donné, alors qu'aujourd'hui on a tendance à plutôt politiquement correct et sans que ça soit mal, mais on a une tendance à tout ripolliner et à rendre les personnages moins intéressants. Là, on a un personnage vraiment avec des grosses failles, des grosses aspérités aussi. Des grosses aspérités qui est parfois imbuvable, vraiment. Et ben là, il se passe quelque chose. Mais c'est assumé. T'es un peu un témoin de sa vie à ce moment-là précis. Bon, alors Alice Paul, elle est un peu c'est là. C'est le faire valoir pour le coup, c'est un peu dommage. Elle est non mais je sais pas comment quand elle jouait un peu, parce que j'ai toujours un souci avec Alice Paul parce que je la trouve absolument adorable, mais alors par exemple genre dans le dernier Danny Boone, elle joue à la fois une gaffeuse et en même temps une fille méga badass et j'ai l'impression qu'elle joue 3 personnages en même temps et qu'elle s'est pas décidée, du coup ça donne Alice Paul à la fin. C'est très bizarre. Je pense qu'on va passer à nos petites recos. Ouais. Tu veux que je commence? À toi l'honneur. Alors, je me dis, on va partir du principe que on va rester sur quelque chose de français. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de faire des recommandations sur des films français. Là, c'est pas un film, pour le coup, c'est une série. C'est 10%, qui est une série que j'aime beaucoup, 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 que je trouve absolument hilarante. C'est une série sur le monde du cinéma en France. Pourquoi est-ce que je veux parler de 10% ? Parce que 10%, c'est un petit peu le même état d'esprit que Embrasse-moi, c'est-à-dire que c'est une série qui essaye d'aller au-delà de tous les clichés habituels sur les personnages. L'un des personnages principaux est une lesbienne qui est jouée par Camille Cotin et qui est un peu magistrale. Et qui est un peu vindicative aussi. Qui est très vindicative, qui est exactement le même genre de... Non, c'est pas vindicative. Offensive, on va dire. Voilà, offensive. Voilà. Prédatrice, encore une fois, je pense que c'est le terme approprié, qui n'hésite pas à aller là où elle a envie d'aller dans ses conquêtes. Et voilà, donc du coup, moi j'avais envie de recommander ça parce que c'est une série qui, là encore j'insiste, mais qui est vraiment très drôle, qui reprend certains thèmes d'Embrasse-moi. Et voilà. C'est français, c'est beau. Une petite seconde recommandation quand même qui m'était venue parce que j'avais hésité entre les deux. Voilà, c'est gratuit, 2 pour 1. Tu sens que c'est les vacances. Voilà, t'en mets 2 fois plus. C'est bientôt la fin de saison. J'avais envie de parler très rapidement de Glow, qui est une série sur Netflix. Une série qui est un hymne, j'allais dire, à la libération de la femme aux États-Unis. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais pas trop spoiler, mais en gros, c'est une troupe de catcheuses aux États-Unis dans les années 80. Et là encore, c'est un programme qui est très très drôle, qui essaye de sortir des sentiers battus. Et moi, je l'ai comment on dit déjà, je l'ai visionné boulimiquement. Voilà, je cherche le tu l'as bingé. Je l'ai bingé. Comment on dit dans visionnage boulimique. Par ici, on dit bingé beaucoup. Effectivement, en l'espace d'une journée et demie, j'ai adoré. Donc voilà, je vous recommande Glow, et voilà, et 10%. Eh ben écoute, moi je vais recommander quelque chose une série que je voulais recommander avant et je sais pas pourquoi elle m'est sortie de la tête. Et là, ça y est, ce coup-ci, c'est la bonne. Pourtant, je me suis tâté. C'est dur avec cette thématique. Je suis pas un expert. Et j'ai choisi RuPaul Drag Race.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est une série qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. Je crois qu'il y a au moins 2 saisons dispo sur Netflix. Et c'est des amis qui m'ont fait découvrir. Donc ils font des soirées RuPaul. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est une télé-réalité basée sur des drag queens. Qui s'affrontent et alors c'est RuPaul donc qui est la patriarche du drag queen du monde du drag queen aux États-Unis. Il les supervise, il les inspire, il est à la fois un mentor et en même temps il est super critique. Et donc à la fin elles se préparent, toutes les drag queens se préparent et à la fin donc elles s'affrontent dans un combat final et il y a même parfois, enfin même systématiquement, elles doivent faire un lip sync for your life, donc ce qui est hilarant et tu vois tout de suite le talent de drag queen. Moi j'étais absolument ignorant de toute la culture drag queen avant qu'on me le montre. J'ai juste vu les classiques du cinéma. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu découvres la vie de ces gens que RuPaul inspire. Toutes ces personnes qui parfois ont 2 identités, c'est-à-dire, et moi qui aime les super-héros, vraiment, elles ont un alias en fait. Parfois, elles sont hommes et donc elles l'assument, elles se parlent comme hommes. Et parfois, elles se travestissent, donc elles deviennent drag queen et elles se font appeler elles. Et donc, il y a tout un langage et tout un code propre aux super-héros puisqu'elles ont vraiment une persona différente. Parfois, elles se parlent d'elles-mêmes à la 3e personne. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que contrairement à Koh-Lanta où on te prend plusieurs archétypes et c'est toujours un peu les mêmes, et je suis un expert en Koh-Lanta aussi, c'est que là, tous les personnages, j'ai envie de dire personnages parce que c'est quand même des personnages de télévision, ils ont tous souffert. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances qui les ont amenés à cette émission, ils ont tous souffert. Soit c'est leur famille, soit c'est leur entourage, soit c'est le travail. Quoi qu'il arrive, ils en ont chié pour être là. Et ils sont en fait concurrents, mais aussi il y a une forme de solidarité et de compréhension là-dedans. Et je trouve ça assez admirable. Et vraiment, c'est une série très passionnante. Alors c'est une télé-réalité. C'est une télé-réalité sous forme de série et je crois qu'il y a 2 saisons sur Netflix. La 9e, il y a eu la 9e avec parfois il y a des guests. Donc il y avait, comment elle s'appelle, celle qui est toi qui est calée en musique, Poker Face. Lady Gaga. Il y avait Lady Gaga. Génial. Il y avait Tori Spelling et Jenny Garth donc de Beverly Hills, tu vois, en juge qui juge des drag queens, c'est hilarant. Donc voilà, si vous avez l'occasion, RuPaul Drag Race, c'est dispo sur Netflix. Et vraiment, vous allez découvrir quelque chose. Si vous connaissez pas, vous allez découvrir un truc complètement fou. Et voilà, je recommande ça chaudement. Merci au beau gosse Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes vos applis dédiées sur SoundCloud aussi. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Oui, c'est vrai, parfois on fait des comédies qui sortent un peu des grands canons d'Annie Bounesque, donc on se lâche un petit peu. La semaine prochaine, on aura encore une comédie et puis faudra en profiter parce que bientôt c'est les vacances, donc l'équipe va partir en vacances. Mais je vais donner des devoirs, je vais vous donner des devoirs des devoirs de vacances. Donc comme ça, vous allez pouvoir bosser un petit peu vos comédies pour être à fond pour la rentrée. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Vous avez aimé ce que vous avez entendu ? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman. Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi, Joan Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est Joan Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.